poser la première pierre du monument qui marquera l'endroit où le général Leclerc, l'une des plus belles figures de notre époque, trouva une mort prématurée. Dans le sable du désert, une stèle demain portera le nom du général Leclerc. Une pierre solitaire, du sable à l'infini, le décor simple et grand qu'il faut à la gloire de Leclerc. J'ai commencé en mai 59 à Melun, au premier amas. Donc j'ai fait mes classes, premier peloton et deuxième peloton. Donc le premier peloton a duré 4 mois, je pense que c'est le parcours commun de tout le monde. Hein. Ensuite, deuxième peloton, c'était l'école à feu en même temps, sur le 105 HM2. Et puis, donc pendant 2 mois, ce qui a fait déjà 6 mois. Ensuite, j'étais instructeur pendant 4 mois sur une classe, la 59-2B, je crois. Et puis, au bout de 10 mois, bon, j'en avais un peu marre de retourner à tout bout de champ, à Montmelon, faire les manœuvres, gauche-droite, marcher au pas. Ça ne m'apprenait pas grand-chose. J'ai demandé donc à partir en Algérie. Années 60, oui. Je suis parti, apte pour les troupes du Sud, direction Colombéchard, avec le célèbre train La Rafale. L'inox était réservé un peu pour les permissions ou les officiers. Le poste central, c'était Ménaba, qui faisait office de PC, Talzaza qui se trouvait avant, et le monument Leclerc. Ces 3 postes-là étaient sur la ligne de chemin de fer Colombéchard, le Maroc, et un 4e poste qui était excentré vers le sud, qu'on appelait Boucaïs. Donc Ménaba était un peu le chef d'orchestre de ces 4 postes-là. D'abord en France, on n'a eu aucune formation, jamais un officier est venu nous expliquer ce que c'était d'abord une guerre, ce que c'était une guérilla, pour la bonne raison, c'est que la guerre d'Algérie n'en était pas une. Il fallait déjà reconnaître. Alors, on passait notre temps à marcher, faire du sport, ça nous entretenait, c'était pas négatif, mais je pense que, comme la plupart de mes copains, on est arrivé, on connaissait rien, quoi. Hein. On avait juste appris à jouer aux cow-boys et aux Indiens. En Algérie, on faisait énormément de patrouilles le long du réseau, mais un réseau qui n'était ni électrifié ni miné. C'est-à-dire, en gros, c'est une clôture à vaches, hein, qui n'arrêtait rien, ni les lapins, ni même les gazelles. On n'avait pas le droit de poursuite. Et de l'autre côté du barbelé symbolique, hein, je précise bien, c'était le Maroc.
Et dès qu'on entamait une poursuite, tout de suite Colomb Béchard télégraphiait, arrêtez, on risque l'incident diplomatique. Je tombe sur une image où je suis avec un autre margi et puis un autre brigadier. On est dans le village de Boucaïs avec le chef du village, sa femme et ses 2 enfants. Il nous a invités à manger un morceau de chèvre et puis les galettes. Il y avait quelquefois des tracts faits par l'armée française. Et entre autres des notes de service avec des photographies où ils nous demandaient d'économiser les munitions parce qu'une salve au 105 coûtait à peu près le prix d'une 4 chevaux, donc il fallait être un peu économe. Parce que les radars du monument Leclerc détectaient des échos, mais ils n'étaient pas aussi performants qu'aujourd'hui. T'as sauté combien de fois sur les mines en camion? J'ai sauté sur les mines. Alors c'était un peu la batterie des mines, la 5e batterie, dans le secteur de Ménaba, je parle, Ménaba, Monument Leclerc, Talzaza. Personnellement, j'ai sauté 3 fois. Alors, il y avait plusieurs sortes de mines. Il y avait des artisanales qui étaient faites avec un sac en toile de jute qui était rempli de bâtons de dynamite avec un détonateur, le tout bien caché sur la piste. D'autres qui étaient dans des caisses en bois et d'autres qui étaient des mines anti-chars données par les pays de l'Est, ou vendues par la France, ça se faisait aussi. Le 10 juillet, on saute sur une mine. Alors l'impression, c'était donc la première, c'est assez curieux. Évidemment, moi j'ai pris les mines par l'avant, donc on prend d'abord la terre, le sable, les pierres, les éclats, le véhicule, on prend tout dans la figure, on monte de plusieurs mètres, tout en roulant très vite, aux alentours de 70-80 km/h, et la retombée se fait brutale puisqu'on s'arrête pile poil avec le nez planté dans la terre, quoi. Et évidemment, tout ce qui est à l'arrière arrive à ce moment-là à l'avant. Donc quand on a changé, pour nous c'était un voyage qui s'annonçait plutôt agréable. Et tout le régiment a été envoyé à Brézina. On est passé par El Abiot, mais on ne s'est pas arrêté, on a fait donc le voyage directement. Les Cobras, évidemment, il faut reconnaître que c'était des baroudeurs, ils étaient bien équipés, ils se déplaçaient à la fois avec des Sissis, des GMC aussi, surtout avec les Sikorsky, avec les hélicos. Donc ça a été ma dernière opération, les armes à la main, puisque le lendemain matin, on a rejoint la piste de latérite où on a été mis dans le Dakota. Alors le Dakota, c'est sur une piste de latérite, c'est tout un poème, parce qu'il fait le point fixe au milieu, et alors il y a le sable qui rentre, au bout d'une minute, on ne voit plus les copains du fond, il y a un nuage de sable à l'intérieur du Dakota, il y a un siège, enfin une banquette de chaque côté, avec une ceinture, et puis un creux où on met les fesses, et puis voilà les sièges du Boeing 747 de l'époque. Et ça s'est terminé comme ça.
Me voici donc affecté à l'équipe des transmissions composée de 4 personnes, le patron, un caporal-chef du contingent et un appelé d'origine pied-noir comme traducteur. Nous étions chargés, nous les transmetteurs, des écoutes radio afin d'intercepter les communications éventuelles de l'ennemi. Nous dépendions directement du 2e bureau, service de renseignement, de Béchar, auquel il fallait transmettre les informations par radio et en code morse. Le reste de l'effectif du poste était composé d'une 40aine d'artilleurs sous l'autorité d'un lieutenant. Le rôle des artilleurs consistait en l'ouverture le matin et la fermeture le soir de la frontière, ainsi que le contrôle du train venant du Maroc ou y retournant. De plus, ils disposaient d'un radar leur permettant de surveiller l'intrusion d'éventuels convois. Ceci se produisait quelquefois, déclenchant de notre part des tirs de mortier. En général, le lendemain matin, la patrouille nous ramenait du dromadaire, seule occasion pour nous d'avoir de la viande fraîche. L'erreur venait du fait que l'écho d'un troupeau de dromadaires se confondait aisément avec un convoi de véhicules. Dans le cadre de notre tâche d'écoute, nous avons un jour intercepté une liaison radio, en arabe, entre ce qui semblait être des félagas. Notre traducteur plancha aussitôt sur l'enregistrement. Notre opérateur morse adressa aussitôt une alerte au 2e bureau de Béchar qui déclencha immédiatement une opération commando et nous vîmes, moins d'1 heure plus tard, des hélicoptères déposés sur les pics environnants des légionnaires qui crapahutèrent toute la nuit en vain. Le lendemain matin, à tête reposée, notre traducteur réécouta l'enregistrement et se rendit compte qu'il avait commis une erreur de traduction. Il n'y avait pas lieu de s'alarmer. Bien sûr, nous gardâmes cette bourde pour nous. Je réussis à constituer une troupe de 5 ou 6 mordus avec lesquels je montais un spectacle du genre chansonnier dont j'avais écrit une grande partie. Belle réussite que je ne pus renouveler, l'autorité qui s'était déplacée à cette occasion n'ayant pas apprécié la teneur de certains sketchs. Alors, les infectations. J'ai commencé par Tal Zaza de février 61 à juillet 61. On est arrivé à 17h. Les libérables nous ont accueillis avec impatience. On les comprend, avec 30 mois de poste, il y a de quoi être impatient. Les festivités ont commencé plus vite que je ne le pensais. À 20h, nous accompagnions les 4 canons de 105 sur la frontière et notre baptême du feu a commencé. Particulièrement effrayant.
Mais on finit par s'habituer à ce contexte de violence. La fréquence des sorties à Talsasa devait être environ une fois par semaine et c'est déjà pas mal. Le deuxième séjour est à El Abiod, de juillet 61 à juillet 62. Des nouvelles festivités consistaient au ratissage, c'est-à-dire interception de touristes entre guillemets qui n'avaient rien à faire dans ce coin, aux embuscades de nuit, et cela pouvait être très sérieux. Heureusement, juste de très grosses frayeurs, surtout la dernière. Puis les gardes, et en plus, pour ma part, j'étais interprète occasionnel, un peu dessinateur des rues, réception des harkis, et surtout un stage de transmission qui m'a permis de monter la garde comme chef de poste la deuxième partie de la nuit. Enfin, le cessez-le-feu. Colombéchard d'août 62 à novembre 62, et les festivités étaient beaucoup plus agréables, c'est-à-dire simplement des gardes des bâtiments français civils et militaires, les permes, les restos, et pour couronner le tout, une dangereuse intox alimentaire qui aurait pu mal se terminer. Enfin, cette fameuse qui, Oran-Marseille, novembre 62, que tous ceux qui ont eu la chance de connaître. Pour terminer, une grande pensée pour nos amis morts et blessés. Allez, mes amitiés à tous. Après 2 chantiers à Béchar et à Benzireg, je suis arrivé au monument Leclerc en mars 1961. Nous nous sommes installés dans le poste bas en compagnie des artilleurs du Rama équipés de pièces de 90. Notre mission était araser le haut du piton pour y établir une DZ, construire un blocos de commandement au centre du poste et, suite au harcèlement mortier du 2 avril 1961, construire une haie électrifiée autour du piton. Nous employons pour cela une centaine de civils originaires de 2 villages voisins.
Nous nous apprêtons à fêter Pâques. Un aumônier militaire est venu nous tenir compagnie. Soudain, un transmetteur du shelter d'écoute vient nous prévenir de la présence de FEL à quelques centaines de mètres du poste sur la frontière marocaine. Je descends aussitôt au poste bas pour alerter ma section. Ce n'est pas un exercice, vite, aux armations de combat. Il fait nuit, il y a du vent de sable. Soudain, une détonation suivie du sifflement caractéristique d'un obus de mortier. Nous en recevrons une centaine en 10 minutes. En riposte, les artilleurs écrètent les pitons voisins aux 90 fusants et nous répliquons à la mitrailleuse de 30 à des tirs d'armes automatiques venant du Chegag à 800 mètres au sud-ouest. Puis c'est le silence. Ça sent très fort la poudre. Seul le bruissement de l'eau qui fuit des radiateurs des camions et des réservoirs d'eau. Nous faisons le bilan. Tous mes sapeurs étant à l'abri, nous ne déplorons aucun blessé. Seul un artilleur a reçu un éclat près de la colonne vertébrale. Les hélicos ayant refusé une Evassan, sur ma belle DZ toute neuve, ils seraient évacués sur Béchar avec notre GLR citerne qui est doté d'une couchette. Le casernement de mes sapeurs est labouré d'éclats d'obus. Encore grand merci aux transmetteurs qui nous ont évité un véritable carnage et qui sont restés à leur poste, guidant les tirs d'artillerie avec une grande efficacité. Merci les transmetteurs et merci les artilleurs. Nous sommes alors redescendus à 30 km au sud, à Talzaza, dernière gare du mer Niger avant Colombéchar. Nous avons ensuite construit un ensemble bétonné sur la côte 1037 à Ménaba, destiné à l'artillerie. Je n'ai pas terminé ce chantier, je suis redescendu à ma base arrière, le camp Clavry à Béchar, en fin d'année 1961. Après un décollage parfait, le premier problème se présenta à l'altitude de 100 mètres. Un boulon explosif situé dans l'axe ouest de la fusée refusa de fonctionner. Vesta continua son chemin, mais au lieu de prendre la direction 180 plein sud, elle prit la direction ouest-nord-ouest, cap 307. Nous avions prépositionné les moyens de récupération de Martine au point de chute escompté à peu près 350 km du nouveau point d'impact prévu. Pour être plus clair, Martine, lancée de Paris, était attendue à Bourges et se dirigeait sur Caen. Le reste du vol fut sans histoire. Martine acheva son programme, les médecins étaient aux anges, la rentrée dans l'atmosphère fut impeccable. Pendant ce temps, notre hélicoptère volait vers le point d'atterrissage, un avion de reconnaissance signalait la pointe au sol, ses parachutes à côté. Au bout d'une demi-heure, la pointe fut en vue, fichée comme une fléchette dans le sol, plutôt dur de la Hamada, le pilote nous déposa à 100 mètres de notre objectif. Martine, récupérée en bonne santé, fut transportée dans l'Alouette qui décollait vers la base d'Amaguir. Restait à l'équipage de la Banane le soin de récupérer à bord la pointe et les parachutes. Puis je jetai un coup d'œil distrait sur l'environnement désertique
du point d'impact que je n'avais pu faire jusqu'alors. À 300 mètres environ, j'aperçus un monument aussi incongru que celui de Stanley Kubrick montre sur la Lune dans son film 2001 Odyssée de l'espace, qui devait sortir en 1968, donc un an plus tard. Cette curieuse stèle verticale en forme de parallélépipède rectangle, construite de toute évidence pour attirer le regard de loin, dans un endroit susceptible de ne voir passer personne, je m'approchai à quelques mètres et lus avec stupeur cette inscription gravée sur la stèle. Ici périt le 28 novembre 1947 le maréchal Leclerc de Haute-Cloque dans un accident d'aviation par vent de sable à l'approche de Colombéchard. Ainsi, dans un endroit désert, à 20 ans d'intervalle, un accident d'aviation où périt un des héros français de la Deuxième Guerre mondiale et l'atterrissage de Martine, première spationaute presque humaine française, eurent lieu contre toute probabilité. Sans le boulon explosif défaillant au début du vol de Martine, Jean-Pierre Morin n'aurait jamais su où était mort le maréchal Leclerc.